Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de la revue Blockchain et crypto-paiement. Je suis Michel Kazaka, fondateur de ValueChain, le cabinet de conseil dédié au paiement et au crypto-paiement. Je vous invite à commencer tout de suite par la première information qui nous provient de la Russie. Comme vous le savez, nous l'avons déjà mentionné dans le dernier épisode, la Russie qui est en train de subir des sanctions sur des systèmes de paiement classiques. Vous avez entendu parler de SWIFT pour les virements transfrontaliers, mais aussi des sanctions des cartes Visa et Mastercard pour les paiements de détail. Nous avons aussi entendu parler de sanctions qui vont toucher le domaine de la crypto, donc l'exchange, parce que les Russes ont commencé à essayer de fuir donc le capital control et les sanctions en transférant des fonds vers des exchanges crypto. Et d'ailleurs, l'Ukraine aussi, elle a bénéficié de très grands montants de dons en crypto-paiement, notamment par exemple de Binance qui a décidé de donner plus de 10 millions de dollars d'aide à l'Ukraine. En revanche, Binance elle a refusé d'appliquer des sanctions sur les porteurs de crypto-monnaies en Russie. La raison est simple, c'est de rester fidèle à la promesse de blockchain qui est anti-sanction, anti-censure par principe. Ce n'était pas le choix de Coinbase qui a décidé de bloquer des comptes de Russes et donc d'appliquer des sanctions comme Apple qui a décidé d'arrêter de vendre des smartphones en Russie, ce qui va punir toute la population russe sans distinction. En revanche, l'information d'aujourd'hui qui nous provient de Russie, c'est que le taux du Bitcoin et la valeur du Bitcoin en Russie, elle a dépassé son all-time high, elle a dépassé son sommet historique, et donc c'est aussi une des conséquences de la décorrélation du prix du Bitcoin en Russie, du prix de Bitcoin sur les exchanges au monde. Et donc ça c'est dû au blocage des exchanges, et il y a aussi un discount, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un Bitcoin qui vaut par exemple 38 000 $, comme exemple, sur des exchanges en Europe, aux États-Unis ou en Asie, eh ben, il vaut 34 000 $ en équivalent rouble en Russie. Donc ce discount-là, il est possible. En revanche, les Russes ne peuvent pas en profiter pour acheter et vendre sur d'autres plateformes à cause des sanctions. Ça reste quand même une preuve sur la demande du Bitcoin, même dans le cas de sanctions mondiales, même dans le cas de censure mondiale. Le Bitcoin, il a atteint ce all-time high et ça continue depuis plusieurs jours de suite. Une autre remarque, c'est que le rouble, il a perdu à peu près 50% de sa valeur. Donc un rouble qui valait par exemple 70 roubles pour 1 $, c'est aujourd'hui 140 roubles pour 1 $. Donc nous voyons la perte de pouvoir d'achat et la perte de la valeur du rouble, de cette monnaie fiat de la Russie, très considérable suite aux sanctions, très considérable suite à la guerre aussi, aux dépenses de guerre qu'ils ont. Et donc aussi on voit que la confiance dans le rouble est en train de basculer pour aller vers du Bitcoin, pour aller vers des crypto-monnaies, en tant que valeur de refuge, en tant que moyen de paiement. Ceci n'est pas nouveau. Lorsqu'il y a eu les sanctions sur l'Iran, il y a eu pareil, une décorrélation du prix du Bitcoin en Iran par rapport au prix du Bitcoin partout au monde, à cause des sanctions et à cause d'une demande forte locale. Pareil, dans d'autres pays qui ont subi des crises économiques, je peux nommer par exemple le Liban ou d'autres pays, la demande elle est devenue très très forte vers des crypto-monnaies et vers du Bitcoin, justement parce qu'il y a beaucoup moins de confiance dans la monnaie de l'État. Donc encore une fois, il faut faire très attention en cas de crise. En cas de crise, ça ne veut pas dire que les politiques monétaires classiques des banques centrales vont toujours fonctionner. Au contraire, il risque d'y avoir une très grande perte de confiance dans une monnaie et les gens risquent de partir et d'essayer de basculer vers des cryptos. Ce qui nous amène à la question suivante, c'est quelles sont les armes d'un État pour essayer de lutter contre cette fuite. En Russie, il y a le capital control, comme dans d'autres pays. En revanche, le capital control seul ne suffit pas. La tendance des États à aller vers la réglementation et vers l'interdiction d'usage ou du minage ou d'exchange ou de paiement ou de développer sur l'écosystème crypto en général. Et c'est une tendance qu'on va aller vérifier dans les prochaines news de cette revue. Justement, passons maintenant à la deuxième information sur le domaine de la réglementation de l'écosystème crypto. Nous allons commencer par une première information qui nous vient des États-Unis, dans laquelle Joe Biden, il a signé un ordre exécutif pour commencer des investigations sur l'écosystème crypto partout aux États-Unis et partout au monde aussi, son impact sur le dollar. Aussi, il a appelé ça « The Future of Money and Payment System », donc l'avenir des monnaies et l'avenir des moyens de paiement. On voit bien donc le lien très fort entre monnaie et paiement, et comme je l'ai dit dans mon interview avec Richard de Grand Angle Crypto, simplement la monnaie, elle n'a aucune valeur des réserves, et elle n'est pas du tout une unité de compte si elle n'est pas un moyen de paiement. C'est seulement le fait qu'une monnaie devienne un moyen de paiement, c'est ce qui lui donne la fonction de réserve de valeur, c'est ce qui lui donne la fonction d'unité de compte si elle est stable, et si elle circule assez vite.
Donc en gros, c'est là les risques qui ont commencé à être identifiés. C'est aussi dans le contexte des sanctions sur la Russie et les moyens d'échapper à ces sanctions grâce à la DeFi et grâce aux crypto-monnaies. Mais c'est aussi dans le cadre de projets de digital dollar, comme le digital euro en Europe, donc la monnaie numérique de banque centrale. On voit bien que dans cette étude, l'objectif qui a été donné par le président américain Joe Biden, c'est d'abord de commencer à coordonner les efforts pour voir les impacts de l'évolution de cet écosystème, donc dans tout le gouvernement, pour tenter une réglementation de l'écosystème crypto, avec un focus particulier sur la protection des consommateurs, la stabilité financière. Alors, protection des consommateurs, ça veut dire quoi? Ça veut dire les investissements et les paiements. La stabilité financière, ça veut dire la politique monétaire de la Fed et sa capacité à émettre de la monnaie et à travailler sur les taux, donc le levier qui permet de contrôler un peu l'économie, les crédits avec les taux. Donc, c'est un pouvoir que l'État et que le gouvernement, en fait, que la Fed peut perdre si le développement des cryptos continue dans ce sens. Ils vont faire aussi un focus important sur le leadership donc du secteur financier américain au monde, donc la dominance des institutions financières américaines. Un focus aussi sur l'inclusion financière. C'était un peu le projet de Diem et Libra qui prétendait qu'il y a un très grand nombre de personnes, et c'est vrai, qui ne sont pas bancarisées ou pas assez, et ça peut leur apporter une solution. Et aussi de l'innovation responsable. Alors là, on voit la tacle sur la preuve de travail, le fait qu'elle soit soi-disant très consommatrice d'énergie. Je dis soi-disant parce que vous savez bien que l'écosystème des paiements consomme beaucoup plus en énergie. Le but de cette réglementation, c'est aussi, comme c'est dit, de favoriser l'innovation dans ce secteur, mais d'une façon régulée, pour pour contrôler les transactions illicites, donc lutte contre le blanchiment, le LCBFT, lutte contre le blanchiment d'argent, lutte contre le terrorisme et évasion fiscale. Bon. Il est aussi à noter qu'aux États-Unis, le taux d'adoption des crypto-monnaies en général et des crypto-actifs, il est supérieur ou égal à celui de la France, il est de l'ordre de 16%. Je rappelle que selon l'étude de la DAN et de KPMG, en France, on est supérieur à 8%. Moi, je pense qu'on est déjà à 16% en France, en réalité, aujourd'hui. Et donc, aux États-Unis, si on applique ce même pourcent, c'est 40 millions d'Américains qui détiennent déjà des crypto-monnaies, comparé au taux canadien qui est encore supérieur à 20%. Je rappelle que le taux, la valeur d'un bitcoin au début de la crise Covid, il était de l'ordre de 10 000 et quelques dollars, 10 300 $. Il a bondi à 70 000 $ durant cette crise et il est encore à une valeur proche de 40 000 $ aujourd'hui. Donc passons maintenant des États-Unis à la Chine. La Chine qui a émis sa propre monnaie numérique de banque centrale, qui, je le rappelle, n'est pas une vraie crypto-monnaie parce qu'elle ne fonctionne pas sur une blockchain publique. C'est plutôt une monnaie centrale qui est distribuée par les entités régulées comme des banques ou comme des grands PSP, Payment Service Provider, de type Alipay ou WeChat. Et donc dans ce même cadre-là, la Chine elle a banni le minage, et on a vu l'exode des mineurs chinois vers le Kazakhstan et vers les États-Unis. Et donc du coup, les États-Unis, ils ont bénéficié de ça, et ils sont devenus aujourd'hui le plus grand pays qui mine des crypto-monnaies au monde, avec une puissance de hachage de 35% de tous les nœuds de Bitcoin. Et l'information qui nous vient de Chine, c'est qu'elle a durci maintenant sa législation pour interdire même les levées de fonds, qui est devenue passible de prison. Une levée de fonds en crypto-monnaie, elle est maintenant passible de prison, de 3 ans jusqu'à 10 ans pour être dissuasive. Et ce nouveau durcissement, il est modulable selon la quantité, au prorata de la quantité d'argent levé en ICO. Heureusement, on n'en est pas là ici en Europe. En Europe, c'est plutôt réglementé. En France, nous avons la loi Pacte et nous avons le visa ICO de l'AMF, de l'autorité des marchés financiers, qui nous permet encore en France d'émettre donc un cryptoactif pour une levée de fonds régulée. Et pour terminer l'information sur les aspects réglementaires des cryptos au monde, revenons maintenant en Europe. Comme vous le savez, je vous ai parlé la dernière fois qu'en Europe, on voulait voter dans la loi MiCA, qui est la loi Markets in Crypto Assets, donc c'est la loi européenne pour réglementer l'écosystème des cryptos, qui est très semblable à celle de la France avec la loi PSAN et la loi Pacte avec les visas PSAN et visas ICO. Donc MiCA, qui était dans certaines de ces clauses, était en train de bannir le minage avec preuve de travail, donc Bitcoin par conséquence. Donc bannir Bitcoin comme conséquence de cette réglementation a provoqué une réaction forte dans l'écosystème crypto qui a demandé donc de revoir les clauses et les exigences de cette nouvelle loi, ce qui a été entendu. Et donc du coup, on va passer maintenant au vote de la loi MiCA le 14 mars. Alors cette accélération, elle vient de deux choses. Elle vient de la demande de la BCE, mais aussi des exigences suite aux sanctions sur la Russie.
C'est un des moyens aussi de renforcer d'une façon indirecte les sanctions sur la Russie et de réglementer l'écosystème crypto en entier en Europe, d'une façon un peu homogène entre les pays. C'est une loi dans laquelle nous sommes très innovants au monde, nous sommes parmi les premiers au monde à les mettre, à réglementer, à être très innovants dans la réglementation. En revanche, c'est une loi qui est à taille unique, c'est comme une chaussure à taille unique que les grands et les petits doivent mettre, donc des grandes banques, des grands industriels et des toutes petites fintech et des toutes petites startups. Selon l'adage, même risque, même réglementation, ou mêmes exigences, ce qui en revanche est dommage pour l'écosystème crypto très naissant, alors qui a besoin d'être régulé, qui a besoin d'être accompagné en termes de crédibilité, pour que ce soit pour éviter les fraudes, pour éviter les arnaques. En revanche, ça peut être très lourd pour des fintechs de mettre en place toutes les exigences de la loi MiCA. Donc, à suivre, quel impact de la loi MiCA sur l'écosystème crypto en général. Et pour terminer cette information, ils ont retiré de la loi MiCA les clauses qui étaient liées au minage par preuve de travail consommateur d'énergie. Encore une fois, c'est une excuse pour dire que une raison pour bannir Bitcoin en prétextant que c'est consommateur d'énergie, sans aucune comparaison réelle avec l'écosystème actuel des paiements. Passons maintenant aux Émirats Arabes Unis. Dans ce pays, le prince Mohammed Ben Rashid, il a décidé de rendre son pays un des leaders au monde dans l'écosystème des cryptos. Et pour y parvenir, d'abord il doit mettre en place une réglementation d'un côté favorable et de l'autre côté quand même régulatrice et qui contrôle les dépassements de ce secteur. Alors, les prétentions et les objectifs de cette réglementation sont les suivantes. C'est d'abord de réguler toute émission, et donc émission de cryptoactifs, d'ICO, de crypto-monnaies ou des NFT, ou tout actif virtuel. Ensuite, c'est de réguler tous ceux qui fournissent des services d'exchange, de processing, de hosting, de réguler aussi les protections des données personnelles des utilisateurs, donc la protection des consommateurs, et de réguler les opérations des exchanges qui opèrent dans ce pays-là, donc ça concerne par exemple Binance, Coinbase et les autres, et de superviser les exchanges pour interdire la manipulation des prix et pour être conforme aux lois de lutte contre le blanchiment et d'antiterrorisme. Voilà, donc cette réglementation, elle est favorable dans un sens, mais elle est aussi une copie parfois de ce qui existe chez nous ici en France, avec exactement la même chose pour les conservateurs, pour les émetteurs, pour les exchanges crypto-to-crypto, crypto-to-fiat. Ça s'inscrit dans une dynamique très forte des Émirats Arabes Unis d'arriver à des smart gov, de développer le Web 3.0, et le cloud et le digital. Ça s'inscrit aussi avec les plans des grands exchanges de s'implanter dans des pays comme Binance, qui a décidé de déposer donc une demande de réglementation et d'enregistrement à Dubaï, ce qui n'est pas encore fait ici en France d'ailleurs par Binance. Binance qui avait promis plus de 200 millions de dollars en investissement en France. On ne les voit pas aujourd'hui, pour peut-être des raisons liées à la réglementation en Europe. En revanche, Binance, elle investit maintenant beaucoup aux Émirats Arabes Unis. Revenons aux États-Unis. Steve Wozniak, le cofondateur d'Apple, il a déclaré dans une interview récente que Bitcoin, c'est du pur or, c'est de l'or mathématique, carrément. Ce qui est complètement vrai, parce que le papier de Satoshi Nakamoto est un très beau papier mathématique, dans lequel il démontre comment créer le consentement sans tiers de confiance et comment transformer ça en un moyen de paiement. Donc exactement à la première phrase de son papier, Satoshi Nakamoto, il a inventé un moyen de paiement, qui est accessoirement une crypto-monnaie. Et j'ai beaucoup insisté sur ce point, parce que la valeur d'un Bitcoin et la valeur d'une crypto-monnaie, elle n'émane de nulle part, à part du fait qu'elle soit utilisée en transaction, donc sa vélocité en usage sur des transactions réelles. Et c'est de là où naît la valeur réelle aujourd'hui de Bitcoin. Ce n'est pas une réserve de valeur parce qu'elle a une valeur intrinsèque supérieure à 30 000 $ ou de 60 000 $. C'est parce qu'elle est utilisée dans des transactions, sa rareté, sa fréquence d'usage, la confiance dans son écosystème et aussi le coût de sa production amène cette valeur-là. C'est un sujet sur lequel je vais bientôt travailler sur une publication sur la valeur des crypto-monnaies, notamment celles qui sont avec des preuves de travail. Revenons sur l'interview de Steve Wozniak. Steve Wozniak, il a aussi critiqué les autres crypto-monnaies non Bitcoin en disant qu'il y en a trop, en disant que la majorité risque d'être soit des arnaques, soit des projets qui vont échouer. En réalité, mon avis sur ce sujet, c'est que c'est vraiment le Far West, c'est encore la ruée vers l'or, mais la récréation va bientôt se terminer.
Et ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que beaucoup vont faire faillite, fusionner ou se transformer. Mais c'est essentiel pour tester, pour essayer, pour apprendre, pour faire évoluer, et les meilleurs vont rester, peut-être pas les meilleurs, mais en tout cas ceux qui sont les plus adaptés à l'évolution vont rester, et ils vont créer de la valeur du Web 3.0 en général. En revanche, j'y crois fortement que Bitcoin, il évolue dans le bon sens, notamment avec Lightning Network, pour créer un moyen de paiement. Ce qui, comme l'a dit aussi Wozniak dans son interview, va irriter donc les États, qui est logique. Les États vont chercher à le contrôler. S'ils n'arrivent pas à le contrôler, ils vont chercher à le bannir. Exactement comme la Chine essaye de faire en bannissant l'usage des bitcoins et des cryptos en minage, en ICO et en paiement. Alors en Europe, heureusement, il y a une approche intermédiaire entre la Chine et les États-Unis aussi. On n'interdit pas, on régule. On a essayé d'interdire Bitcoin avec interdire le minage avec preuve de travail dans la loi MiCA. Heureusement, ça n'est pas encore passé. Donc on a gagné cette manche-là pour le 14 mars. Normalement, la loi MiCA n'interdira pas. En revanche, aux États-Unis, on essaie de contrôler, et donc Joe Biden qui a décidé, comme je l'ai dit dans cet épisode, de maintenant lancer donc une étude pour réglementer les cryptos. On s'attend tous à des décisions qui sont un peu fortes. D'où la pression sur les tarifs du Bitcoin et l'écosystème, en gros, cette période-là. Et pour terminer la revue de cette semaine, parlons d'une analyse qui nous vient de la Suisse, qui nous vient exactement du Crédit Suisse. Donc c'est une banque dans laquelle il y a un analyste qui a prétendu qu'on va voir maintenant la naissance d'un Bretton Woods 3. Alors pourquoi il dit ça? Il analyse il s'appelle Zoltán Pozsár, c'est un analyste du Crédit Suisse qui a travaillé avant, ancien haut placé de la Réserve fédérale et du Trésor américain. Il a livré son analyse dans le cours sur la retombée de la crise monétaire actuelle, la guerre avec l'Ukraine et la Russie. Donc en gros, cette situation, elle peut d'un côté bénéficier pour le Bitcoin. Pourquoi? Parce que des États-nations, risquent maintenant d'aller placer officiellement une partie de leurs réserves en Bitcoin. Alors pourquoi on saute à cette conclusion-là? Parce qu'on a vu comment les États européens, américains et japonais, ou G7 en général, ils ont décidé de bloquer les avoirs des banques russes et des oligarques russes partout au monde, et en plus bloquer les moyens de paiement. On voit bien que les moyens de paiement sont une arme nucléaire en réalité. Lorsque j'ai commencé à travailler dans le monde des paiements, je ne pensais pas que ce monde existait. C'était en termes de sécurité informatique, c'était en termes de développement sur la carte à puce au début de ma carrière, et je ne voyais pas du tout l'iceberg complet du monde des paiements. En revanche, je me rappelle très très bien de la sensibilité de travailler dans le développement de la sécurité sur les cartes à puce, qui étaient considérées comme des données très 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 sensibles et systémiques pour un État. D'ailleurs, c'est le cas par exemple du Clearinghouse State, qui est une entité systémique par exemple pour toute la France. Et donc les paiements sont vraiment une arme nucléaire. En revanche, elle est à double tranchant. Donc étant donné que nous l'avons utilisée maintenant contre la Russie, certains États vont réfléchir sérieusement à aller investir une partie de leurs réserves en des moyens non accessibles à des sanctions, donc ils peuvent échapper à des sanctions, à la censure, et le Bitcoin peut en bénéficier. L'analyse du Crédit Suisse, elle continue pour dire que c'est une crise inédite depuis que le président Nixon a séparé le dollar américain de l'or en 1971. Alors cette allusion-là, elle est très intéressante parce que elle parle maintenant de l'effondrement, de la fragmentation de la confiance dans le dollar, et donc du risque très 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 fort sur la souveraineté du dollar et son extraterritorialité, et le fait qu'il soit la référence mondiale donc des monnaies au monde et des moyens de paiement. Aujourd'hui, à l'issue de cette crise, il y a des risques que le yuan sort plutôt gagnant et que le bitcoin il sort plutôt gagnant. Donc le bitcoin il risque d'être interdit d'une façon ou d'une autre. En revanche, il est impossible d'appliquer les sanctions et de ne pas subir les conséquences sur l'économie et sur le dollar en particulier. Et donc pour échapper à ça, le seul moyen aujourd'hui disponible, c'est soit le yuan, soit les crypto-monnaies. Alors cette analyse du Crédit Suisse, elle est très intéressante parce qu'elle touche au domaine géopolitique, elle touche au domaine donc du rôle de la monnaie en tant que moyen de paiement et en tant qu'arme, arme nucléaire. On voit bien comment ça a été très utilisé pour aider les Ukrainiens avec des montants supérieurs à 60 millions de dollars à date. Et en revanche, aussi les Russes, mais aussi d'autres pays, essayent d'échapper à ces sanctions en basculant sur des crypto-monnaies. Donc c'est l'une des raisons pour lesquelles le Bitcoin et le Yuan risquent de sortir gagnants de ce conflit,
malgré les tentatives de réguler, malgré les tentatives de limiter et de contrôler les capitaux qui vont aller circuler dans le domaine des cryptos. Voilà, avec cette information, nous terminons la revue de cette semaine. Je vous indique que cette semaine, j'ai organisé aussi une réunion, une rencontre digitale qui s'intitule « L'opportunité et les enjeux d'une monnaie numérique pour l'Europe des paiements », organisée avec France Payment Forum, avec la participation de membres de Paymium, Worldline, Banque de France et SmartChain. Et nous avons débattu sur les opportunités et les freins. Nous avons aussi dévoilé un position paper de France Payment Forum sur l'émission d'un euro digital central et commercial. Je vous ferai état de cet événement la semaine prochaine. Si vous avez aimé cet épisode, je vous invite à liker la vidéo, à la partager et à souscrire à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. Je vous remercie et je vous dis à la semaine prochaine.